CEMRAX, le Centre d'été mathématique de recherche avancée en calcul scientifique, existe depuis l'année 1996. Il a été mis en place par Frédéric Coquel et Yvon Madet, et c'est la 17e année où le CEMRAX a lieu. Donc le principe du CEMRAX, il dure 6 semaines. Donc la première semaine correspond à ce qu'on appelle une école thématique. Donc il y a des personnes qui viennent présenter des exposés, des personnes qui viennent du monde entier pour présenter des exposés. Et les 5 semaines qui suivent, on mélange des jeunes chercheurs avec des chercheurs, on va dire des chercheurs seniors, qui vont les encadrer pendant 5 semaines et ils vont travailler sur un projet par petits groupes, donc généralement c'est 3 ou 4 avec 1 ou 2 encadrants. Et durant les 5 semaines, donc tous les matins, ils ont un séminaire de recherche de 9 h à 10 h. Puis toute la journée, ils peuvent travailler sur le projet de recherche. Donc ces 5 semaines, c'est long, ça permet de faire un travail poussé. Et en fait, le CEMRAX marche très très bien, puisque cette année, nous avons pratiquement 130 personnes qui sont inscrites. Donc il y a énormément de jeunes qui ont travaillé sur des projets. Il y a quasiment une quinzaine de projets, tout compris. Et toutes ces personnes, à la fin du projet, donc présentent durant la dernière semaine du CEMRAX le travail qu'ils ont effectué, et ensuite font un texte qui apparaîtra dans des proceedings liés donc au CEMRAX de cette année. Le calcul haute performance, pour les mathématiciens impliqués, a pris une croissance énorme depuis quelques années. Donc il y a 2 choses à distinguer. La première chose, c'est les modèles mathématiques que les mathématiciens utilisent, et ensuite le traitement sur ordinateur qu'un mathématicien va utiliser justement pour obtenir des résultats sur le modèle mathématique que lui a mis en place. Donc ces 2 choses en fait sont liées, mais il y a une partie où on modélise un phénomène physique, ou un phénomène biologique, c'est-à-dire que les phénomènes que l'on va observer par des expériences ou dans la vie de tous les jours sont ensuite mis en équation par des mathématiciens. C'est-à-dire qu'on traduit tous les phénomènes par des formules mathématiques que l'on peut écrire sur un tableau, que l'on peut présenter sur un ordinateur. Et ensuite, ces formules mathématiques constituent généralement un très très gros système. Donc c'est assez énorme. Donc il faut ensuite utiliser un traitement informatique. Parce que même si vous avez un modèle mathématique qui existe, ça ne veut pas dire automatiquement que vous connaissez la solution. Ce que vous savez, c'est que généralement, le travail du mathématicien, la première chose, c'est de démontrer que ce problème a bien une solution. Que la solution est unique. Sinon, ça ne servirait à rien d'en avoir plusieurs, parce que le phénomène qu'on étudierait n'aurait pas de réalité. On cherche donc à montrer qu'on a une solution, qu'on en a une seule, et une fois qu'on a terminé cette partie-là, on se pose la question du traitement numérique. C'est là que les difficultés arrivent généralement d'un point de vue traitement informatique. La partie modèle mathématique, les connaissances des mathématiciens ont fait que de plus en plus, on peut faire des modèles mathématiques qui sont relativement compliqués et qui sont le plus proches des phénomènes physiques. Alors je vais vous donner un exemple, on va prendre par exemple une carte postale des Calanques. Quand vous prenez une carte postale des Calanques, vous avez les Calanques qui sont représentés et vous avez la mer. Donc si vous prenez cette carte postale et que vous la regardez de très loin, vous allez voir 2 choses, la mer et la montagne. Donc il y a 2 choses que vous allez retenir, en fait, ce que vous avez vu c'est la mer et la montagne. Si vous prenez la carte postale, que vous la rapprochez le plus proche de vous, ce que vous allez voir c'est qu'il y a la mer. Dans la mer il y a des teintes différentes, il y a des bleus différents. Dans les Calanques, vous avez des rochers. Les rochers sont différents, les formes des rochers sont différentes. Donc vous voyez qu'en fait, en regardant la carte postale de près ou de loin, la masse d'informations que vous avez est très différente. De loin, vous avez quelque chose qui vous dit, en gros, il y a 2 choses, la mer, les montagnes. De près, vous voyez énormément de phénomènes. Alors le principe du mathématicien, c'est que quand il se trouve face à un phénomène qu'il a pu observer de manière physique, de manière biologique, la première chose qu'il va faire, c'est se dire comment je me place au niveau de ma carte postale. Si la carte postale, je l'ai trop loin, c'est-à-dire si le phénomène, je le simplifie, ce que je vais obtenir, c'est pas intéressant. Si je le mets trop près, si je regarde trop de choses, à ce moment-là, le modèle est tellement compliqué qu'on n'arrivera jamais à traiter ça correctement sur un ordinateur. Donc la grande difficulté, la première étape au niveau du travail de la modélisation, c'est de choisir à quelle distance on se met de la carte postale. Une fois qu'on a choisi ça, on va donc regarder les phénomènes qu'on a pu voir sur la carte postale. Alors, il y a 2 choses qui apparaissent très rapidement, c'est ce qu'on appelle les phénomènes multi-échelles, que ce soit au niveau de l'espace ou que ce soit au niveau du temps. Alors, on va prendre 2 petits exemples tout simples. Premier cas, le caractère multi-échelle en espace. Quand vous regardez votre carte postale et que vous regardez la mer, en gros la mer est bleue partout. Donc c'est pas la peine d'aller zoomer particulièrement à des endroits pour voir ce qu'il y a de plus près.
En revanche, si vous regardez les calanques, il y a des endroits où il faut zoomer, parce que la forme de la pierre ne va pas être la même partout. Donc ça veut dire que quand vous regardez quelque chose en grand, souvent vous avez besoin de zoomer à certains endroits. Ça c'est important, et c'est ce qu'on appelle le caractère multi-échelle. Donc il y a des échelles où on peut regarder de loin, et des échelles où il faut regarder de près. L'important pour le mathématicien, c'est de ne pas regarder trop près, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est de choisir les différents endroits où il va zoomer, et les endroits où il ne va pas zoomer. Ça c'est la première chose. Et il y a l'équivalent aussi qui est le caractère multi-échelle en temps. Au niveau du temps, il peut se passer des choses très rapides, ou il peut se passer des choses très lentes. On va imaginer un cas où vous avez une vague qui arrive au bord des calanques, donc qui arrive de la mer, il fait un peu de vent, donc la vague avance, et vous jetez un rocher dans la mer. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir donc une forme, vous avez des petits ronds qui vont se faire dans l'eau, suite au fait que le rocher est tombé. Et dans ces petits ronds, vous allez jeter des petits cailloux, par exemple. Donc vous allez avoir des tout petits ronds qui vont se former de partout. Et ça, quand vous allez le regarder d'un point de vue modèle mathématique, il faut tenir compte du fait que quand le rocher tombe, il se passe quelque chose de très très rapide. Il y a la création d'un seul coup des petites ondes qui vont se faire dans la vague. Et puis quand vous allez jeter les petits rochers, c'est pareil. Il y a des choses qui vont se faire très très rapidement. Et derrière, en revanche, la vague qui se déplace, elle se déplace très très lentement. Donc il y a un mélange en fait de choses qui sont très très rapides et de choses qui sont très très lentes, qui font que le modèle à la sortie est un modèle qu'on appelle multi-échelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur du modèle. Beaucoup de choses qui vont être très rapides au niveau du temps, ou très lente au niveau du temps. Et le problème, comme je vous ai raconté avec l'histoire du petit rocher qu'on jette, ou du grand rocher, c'est que tous ces phénomènes se mélangent entre eux. Donc vous ne pouvez pas dire automatiquement je sais quel est le phénomène qui est lent, je sais quel est le phénomène qui est rapide. Généralement on les connaît un petit peu, mais pas suffisamment pour en dire trop. Donc on est obligé de les laisser dans un cadre général de mélange entre multi-échelle rapide et multi-échelle lente. À la sortie de tout ça, une fois que vous avez fait votre modèle mathématique, vous avez un mélange. Donc vous avez des équations, beaucoup d'équations généralement, qui sont mélangées entre elles, et pour lesquelles, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas de solution. Donc là va commencer le calcul sur ordinateur. Ce modèle, généralement, il vient pour éviter la problématique qu'on a de ne pas pouvoir, par l'expérience, avoir suffisamment d'informations. Souvent, on peut se permettre de faire un certain nombre d'expériences, il en faut beaucoup plus pour arriver à étudier correctement un phénomène, et on est souvent très limité d'un point de vue expérimental, que ce soit d'un point de vue financier, ou que ce soit d'un point de vue mettre en place toutes les expérimentations qu'on a à faire. Donc la simulation numérique va arriver derrière, puisqu'elle va permettre, à partir du modèle mathématique, de faire un grand nombre d'essais. On peut dire, par exemple, on peut faire des essais thérapeutiques sur ordinateur, et tous ces essais vont permettre justement de combler le problème qu'on avait au départ, de ne pas pouvoir faire suffisamment d'expérience dans la réalité. Donc on a le modèle mathématique, mais le modèle mathématique il est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est réfléchir à le mettre dans un ordinateur, et l'ordinateur va vous rendre à la sortie des données qui seront issues du calcul de votre modèle. Les ordinateurs, il y en a de plus en plus, ils ont, on va dire, des structures de plus en plus avancées. Et c'est donc là que le calcul haute performance intervient. Ces modèles mathématiques qui vont être traités sur ordinateur vont permettre justement de combler un problème qui est le nombre d'expériences qu'on va faire. Quand vous faites des expériences, quand vous voulez étudier par exemple un médicament chez les humains, quand vous voulez, je ne sais pas, étudier des avalanches, vous pouvez en faire certaines, vous pouvez en faire débuter certaines et faire une étude, vous ne pouvez pas faire des études à grande échelle. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, typiquement, les essais nucléaires, c'est quelque chose qu'on ne fait plus maintenant et qu'on fait uniquement sur ordinateur. Donc le modèle mathématique qui est derrière, que l'on va traiter sur ordinateur, il est là en fait pour pouvoir faire un ensemble énorme d'expériences qu'on ne va pas faire en réel. Donc on va obtenir des résultats sur ordinateur qu'on n'aurait jamais pu faire en réel, d'un point de vue, on va dire, financier, ou même d'un point de vue de mettre en place toutes ces expériences. Donc une fois que le modèle mathématique a été mis en place, il est généralement compliqué. On n'a pas automatiquement de solution. Donc on va chercher sur ordinateur un moyen d'obtenir des approximations. Donc il y a une partie que va faire le mathématicien qui est de traduire les équations sous une certaine forme qui peut être mise sur ordinateur. Donc on appelle ça passer du continu au discret. C'est donc on passe avec une énorme masse de données à moins de données que l'on peut ensuite mettre dans l'ordinateur. Il faut ensuite s'assurer que le calcul ne va pas prendre trop de temps. Alors typiquement, si vous pensez à la météo, si vous avez, je ne sais pas, simulé sur un ordinateur la météo et que vous obtenez les températures du lendemain 3 semaines après, ça n'a aucun intérêt. Donc le principe, c'est surtout de faire que les calculs vont permettre d'aller plus vite que l'expérience que vous auriez fait en réel.
les calculs que vous allez faire sur ordinateur vont de plus en plus vite. Donc ça sous-entend que les mathématiciens doivent choisir des algorithmes qui vont s'adapter le mieux possible aux ordinateurs. Et en même temps, au niveau de la recherche, créer des ordinateurs qui soient les plus performants possibles. Il y a eu depuis quelques années énormément d'avancées au niveau ordinateur. Donc maintenant on parle d'ordinateurs à mémoire partagée, on parle d'ordinateurs à mémoire distribuée. Les ordinateurs à mémoire partagée qui existent maintenant, ils sont là pour permettre de faire des calculs plus rapidement. Alors on va prendre un exemple. Vous supposez que vous avez un ouvrier qui est en train de repeindre une chambre. Donc en fait il peint, il va mettre par exemple 4 jours pour peindre la chambre. Si vous avez 4 ouvriers, à 4 ils vont arriver à repeindre la chambre en une journée, parce qu'ils vont faire chacun un morceau du mur. Ça, c'est la théorie. C'est ce qu'on aimerait bien faire, nous aussi, dans les calculs en mathématiques, c'est-à-dire diviser le nombre de jours de calcul par un facteur important, grâce au fait qu'on a énormément de choses de disponibles. La grosse difficulté, c'est que si vous avez 4 peintres, mais que vous n'avez qu'un seul pinceau, bah vous aurez beau faire ce que vous voulez, de toute façon, vous mettrez encore 4 jours. Ils pourront se relayer entre eux, mais la difficulté, c'est qu'ils ne pourront jamais faire ça en un jour. Donc le travail du mathématicien, c'est de construire des algorithmes qui vont fournir justement les 4 pinceaux aux 4 peintres. Donc on change habituellement ce qu'on a mis en place, on adapte pour que l'algorithme, à la sortie, il puisse être découpé et il puisse être fait par plusieurs calculs en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire partagée, c'est-à-dire qu'on utilise en même temps des mémoires qui sont utilisées par plusieurs processeurs pour faire des calculs. Et il y a la deuxième couche, qui est le calcul distribué, où là, en fait, on va utiliser plusieurs ordinateurs. Parce que généralement, le modèle qu'on traite, il est tellement compliqué, et il y a tellement de données que ça ne rentre pas dans la seule mémoire d'un ordinateur. Il faut faire appel à plusieurs ordinateurs. Et dans ce cas-là, on va faire communiquer les ordinateurs entre eux durant les calculs. Alors c'est pareil que si vous aviez des peintres qui vont peindre 2 chambres à la fois. Donc vous vous dites, bon, il y a 2 chambres à peindre, il n'y a pas de souci, ils vont se mettre chacun dans la chambre, ils vont commencer à peindre, et puis on verra quand est-ce qu'on finit. Bon, la difficulté, c'est que parfois, vous allez peindre avec plusieurs couleurs, et qu'il n'y a qu'un seul pot de peinture pour les 2 chambres. Donc à un moment, il faut réfléchir à quand est-ce qu'on échange les pots de peinture entre les 2 chambres, quand est-ce que les ouvriers vont se passer les outils pour faire leurs travaux. Ça, c'est la grande question qui se pose d'un point de vue mémoire distribuée, c'est faire des algorithmes où justement on va échanger le moins souvent de choses pour éviter de perdre du temps durant les échanges. Donc c'est à la limite entre mathématiques et informatique, et souvent on a besoin de gens qui ont des compétences doubles, c'est-à-dire de compétences de mathématiciens appliqués, et en même temps compétences d'informaticiens, pour que, en les faisant discuter, on arrive justement à trouver le bon compromis entre les deux.